Salut à tous, aujourd'hui on va parler du Panasonic S1-2E. Il fait 90% de ce qui fait son grand frère le Panasonic S1-2 et vous en aurez largement assez avec ça. Mais on regarde ça juste après l'intro. Alors, pourquoi j'ai pris ce Panasonic S5-2E et pas le 2? Tout simplement car le 2, j'en ai pas l'utilité de toutes les performances qu'il propose. On met le 4K 120, mais c'est pas nécessaire, je l'ai utilisé quasiment jamais. Donc le S5-2E me suffisait amplement. Mais pourquoi avoir craqué du coup et pas avoir gardé mon S5-2? Déjà parce qu'ils ont revu l'ergonomie du boîtier et que maintenant elle est bien plus agréable, surtout c'est avec cet écran qui permet d'être comme avant, retournable et inclinable, surtout que donc maintenant quand on veut faire des photos ou des prises de vue qu'on peut être toujours face à l'appareil et puis être déporté, donc ça c'est agréable. Là je vous ferai pas une revue complète de ce produit, il y en a qui l'ont fait avant moi. Moi je vais rajouter ma petite touche, dire ce que j'en pense de cet appareil bien sûr. Et surtout que là, je vais faire une année à fond dessus avec démarrage et tout ça, donc pouvoir vous faire mon ressenti à la fin de l'année de ce boîtier, ou quand ça fera 6 mois, 1 an que je l'ai, et je vous ferai mon retour. Là, je vais juste vous donner les specs en gros. Je ne suis pas un expert, je vous dis juste mon ressenti de cet appareil, ce que j'en pense et ce que j'aime. Là, ça fait 2 mois que je l'ai, j'ai fait quelques tournages déjà avec. Et pour l'instant, j'en suis très content. Donc, déjà pour la partie photo, je ne suis pas un grand expert, mais ce qu'il fait, c'est exactement pareil ce qu'il faisait sur la S5-2. C'est le même capteur que la S5-2 du coup, un capteur de 24 millions de pixels, tout simplement basique, pas de semi-empilé ou empilé, où on a du coup plusieurs modes. Le mode simple, le mode rafale, 2 modes rafale qu'on peut personnaliser. Moi j'ai mis le mode 1 en mode rafale mécanique jusqu'à 10 images par seconde, le mode électronique jusqu'à 30 images par seconde, voire des fois je mets le préenregistrement d'1 seconde 5 qui permet de, du coup, quand l'action s'est passée, le temps que moi je réagis, je peux rattraper 1 seconde 5. Ça c'est extraordinaire en JPEG et en RAW, donc ça c'est super. Que dis-je Que dire Que le seul défaut qu'il y a sur ce mode pré-rafale, c'est que quand il faut le déclencher à mi-course du déclencheur, et quand on fait ça, même quand du coup on est en pleine action, quand on déclenche à mi-course sur le déclencheur, ça fait un petit lag, du coup des fois l'autofocus qui lâche un peu. Ça je comprends pas pourquoi ils font, Panasonic, c'est assez dommage. Mais sinon c'est le seul défaut. Après on a toujours ce mode 95 millions de pixels, 96 millions de pixels qui empilent en fait plusieurs images qu'on peut faire à main levée. Franchement il est bien ce mode, je l'utilise pas tout le temps, mais il est là et franchement c'est agréable de l'avoir. Un mode intervallomètre et rotateur, ça c'est toujours cool. Du coup je disais que sur cette molette à gauche on a le mode photo au dessus et juste en dessous on a une molette réglable pour pouvoir enfin séparer le mode photo, vidéo et ralenti, un Thank you. Du coup qui permet sur la molette de droit d'avoir toujours cette molette C1, C2, C3, sauf que maintenant on a C4 et C5 qui on peut personnaliser en mode photo, vidéo et ralenti, donc on a jusqu'à plus de 15 profils différents qu'on peut personnaliser en mode photo et vidéo et ralenti. Donc ça c'est agréable, franchement 3 ça m'allait avant, mais là d'en avoir plus, du coup j'ai pu mettre plusieurs réglages et c'est agréable. Ce petit bouton lock qui permet en fait de fixer les réglages de l'appareil, et si on bouge ou si on tourne une molette, ça va pas bouger nos réglages. Ce bouton, la molette de l'autofocus, j'en suis toujours fan, elle tombe super bien dans le mode sur le pouce, comme le joystick pour l'autofocus. Et le stick pour faire la mise au point. Non, le stick pour bouger le curseur de l'autofocus. Franchement, ça, j'en suis hyper fan. C'est super bien. Même le bouton juste en dessous de la molette
autofocus continu et manuel. On a un petit bouton pour régler les différents modes autofocus. Full capteur, zone dédiée, différents modes. Franchement, je utilise la plupart du temps le mode grand capteur. L'autofocus, c'est amélioré. En plus, sur le XN2, il prend la même technologie du SN2 et SN2H. Non, pas SN2H, S1R2. Et cette rapidité, franchement, j'adore cet appareil parce que tous ces boutons de réglage, ça me permet d'être réactif sur le terrain et vite m'adapter. Si j'ai besoin de modifier mes réglages, surtout avec du coup les molettes de pré-enregistrées, donc je peux aller encore plus vite. Tous les boutons pour modifier sont accessibles, rapides. Le mode Q qui est excellent. On a des boutons à l'avant que j'ai personnalisés aussi. Donc, du coup, moi j'ai mis les fausses couleurs sur SUA et sur l'autre l'histogramme. J'utilise maintenant 80% du temps les fausses couleurs quand je vais exposer quelqu'un. Et j'utilise le vecteur scope toujours sur ce bouton plutôt pour bien composer mon image et voir l'exposition. Et franchement, excellent. Je kiffe toujours cet appareil. Les mollets sont agréables, l'autonomie est toujours bonne. Sauf que maintenant, parlons d'ergonomie, c'est que maintenant on a une CF Express de type B et une carte SD. Bon, on n'a pas de CF Express de type B ou de carte SD pour les débits qu'il peut atteindre. C'est bien la CF Express de type B. J'aurais bien aimé une deuxième pour faire un backup ou un enregistrement simultané. Mais on n'a pas. Et la CF Express de type B, si on prend la bonne marque, c'est encore plus fiable que la carte SD. Parce que là, en termes de débit aussi, on est sur un appareil qui peut faire du 3,5 gigabits par seconde en ProRes RAW HQ, donc des débits assez élevés qu'on peut faire soit en SSD, soit avec une CF Express de type B, mais qu'il faut un gros débit. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché actuellement. Donc à faire attention, là je vais vous montrer sur les tests que j'ai fait que Loïc qui avait une carte CF Express de type B et qui allait pas assez vite à 1700 mégabits par seconde, elle n'allait pas assez vite parce qu'il faut 3,5 pour le ProRes RAW. Donc c'est assez dommage. Sinon, que dire, la stabilisation de cet appareil est toujours excellente, encore améliorée maintenant, parce que moi je l'utilise toujours avec l'optique que j'adore. C'est mon 3550 f2 à f2.8 de chez Samyang. C'est une copie en soi du Tamron. Les rendus que j'arrive à avoir, la polyvalence et le bokeh grâce à cette grande ouverture, le low light aussi. J'en ai qu'une seule, c'est simple, c'est celle-ci, j'arrive quasiment à tout faire. Je suis jamais déçu de cette optique, je l'adore. Et elle n'a pas de stabilisation en interne, mais j'ai pas besoin d'avoir ça parce que finalement la stabilisation de l'appareil, on a une stabilisation capteur qui est excellente. On rajoute la stabilisation électronique en plus, qui peut aller en hard mais qui a un joli crop je dirais de 30%, 20%. Oui, on croppe énormément, mais par contre, on a l'impression d'être sur une gimbal. Ça, c'est incroyable de cet appareil. Même la prise, j'utilise avec mon Sennheiser MK600 pour les mariages et des fois même le Rode Vidéo Mic Go 2 qui est largement suffisant, qui a une qualité de son suffisante. Mais j'envisage quand même de m'acheter le module XLR pour profiter du maximum de la puissance de mon Sennheiser MK600 et profiter du coup via la greffe flash et le module d'avoir du 32 bits en interne via le module. Donc ça aussi c'est un truc qui m'a fait craquer pour cet appareil. L'écran qui est toujours bon, surtout la luminosité est suffisante, surtout qu'il soit inclinable de tous les sens, c'est super. L'autonomie, c'est toujours les mêmes batteries et on tient toujours plus ou moins 2 heures, donc largement suffisant. Problème de surchauffe, il y en a qui disent ça, j'ai pas encore de CF Express type B, donc je peux pas tester 100% les potentiels de cet appareil, mais j'en suis toujours très content. Pas eu de problème de surchauffe,
il pouvait être un peu chaud, mais j'ai pas encore testé la saison démarrage à fond, donc je vous dirai ça sur la prochaine vidéo quand je reparlerai de cet appareil. Et puis voilà, après moi je l'utilise beaucoup avec mon rig, là avec du coup ce Samyang 35-150, ma Cache Tilta avec la V-Lock. Dans l'appareil je mets une demi-batterie alimentée via la V-Lock. Là, je prends toujours mon port case LH5P qui est super, même en plein été je vois toujours l'écran, qui n'a pas de problème de surchauffe. Là mon rig j'en suis hyper content toujours. Pour les mariages, j'en ai largement assez. J'ai 2 V-Lock, ça me fait largement la journée, voire plus même. Surtout que j'ai éteint jamais ma caméra, jamais l'écran, le port case. Donc ça pompe tout le temps et les batteries tiennent largement. Donc là maintenant, je voudrais voir, comparer par contre ce Panasonic S5 IIe comparé avec le Panasonic S5 II. Voir la différence entre la dynamique, l'autofocus et le low light entre ces deux appareils, vu qu'ils sont un peu différents, vu que l'autre c'est un capteur semi-empilé et qu'il a un mode qui permet d'avoir une dynamique boostée, et même les deux, voir la différence en RAW. Et on va voir ça tout de suite sur l'ordi. Test en 4K. Attends. On est en 4.2 10 bits. 4.2 10 bits. Long up. FPS, long up. À 150 mégabits par seconde. Alors on teste la dynamique. En ciné 4K, 4.2 10 bits. En All Intra à 400 mégabits par seconde. Ça envoie du paquet. Là toujours en ciné 4K, 4.2 10 bits. En All Intra à 400 mégabits, sauf que pour le S1 II, lui on l'a mis en Dynamic Boost pour voir la différence entre le S1E, la différence de dynamique, s'il y en a une. En plus tu as du noir, moi je dis blanc, parfait pour la dynamique. Bon, là on est en 5,9K en long up, 200 mégabits par seconde. J'ai voulu mettre en 6K pour le S1E, S1 II. Sauf que pour le Dynamic Boost, ça ne marche pas en 6K, on est limité à du 5,9K en long up et pas en ultra. Pourquoi, je sais pas, mais voilà. Donc on ne pourra pas aller en 6K, mais déjà en 5,9K. Donc voilà la différence. On est proche. On est proche. Donc là, les deux sont en 6K, OpenGate 3.5, en 4.2.0 10 bits. Il n'y a pas de All-Intra sur aucun des deux. Et il n'y a pas le Dynamic Boost sur le S1 II. Le E, lui, il n'a pas ça, vu qu'il n'a pas le capteur semi-empilé. Donc voilà, on aura pu voir la différence ou pas. Nous, on va voir ça après. Ça va aller. J'enregistre là, sur les deux. Ouais. Donc là, on est en ProRes RAW HQ en 5,9K. Donc là, on teste le 5,4 toujours en RAW, mais pas en HQ, car la CF Express de Loïc, une tranchante, je vous mettrai des plans d'illustration de cette carte. Elle parle pas. Le débit pas assez élevé par rapport à ce que le ProRes HQ demande, du 3,5 mégabits par seconde, et là on est en 2,8, je vous mettrai le débit juste en dessous. Donc on teste là le RAW, vu que maintenant ces appareils le font en interne, et on pourra tester en plus sur DaVinci, vu que maintenant c'est compatible sur DaVinci depuis les dernières mises à jour. Moi j'enregistre sur un SSD T7, et ça marche nickel aussi. Là du coup on s'est mis en Ciné 4K, en ProRes RAW tout court, pour tester le RAW du coup des deux appareils, pour voir la dynamique, et vraiment s'il y a un gros changement entre le log et le RAW. Voilà, on peut voir que les deux, on est kiff-kiff en termes de dynamique. On est vraiment sur quelque chose d'identique, plus ou moins. Oui, on a un peu plus de dynamique, peut-être dans le Panasonic S5 II. Là, pour les noirs, là, franchement, est-ce que les deux, ils étaient exactement bien exposés
identiquement, peut-être pas. Il devait peut-être avoir un petit chouïa de différence, mais rien de dérangeant. Donc là, bah, ensuite c'est pareil sur tous les profils. Là, il n'y a pas de différence. Il n'y a que quand on est en gros, là, on peut voir une petite différence. On récupère plus d'infos, j'ai l'impression, sur le Panasonic SN2 en low light. Le SN2, pas le SN2E. On récupère. Donc, oui, là, on voit une petite différence. Surtout, par contre, j'ai pu remarquer quelque chose, c'est qu'en ProRes RAW, comparé au Vlog, c'est que quand on amène nos fichiers sur DaVinci, regardez, je vais juste modifier. Si j'enlève un peu de saturation, ah si, voilà, je vois qu'il y a une petite différence que je remarque si on zoome un peu. C'est que là, avec le ProRes RAW, on a une différence de colo. On n'a pas exactement la même. Dans le Vlog, avec les mêmes réglages, hein, on a un peu plus de contraste pour moi que le ProRes RAW. De contraste et surtout de saturation. Donc bon, ça c'est pas méchant, on peut vite le rattraper via le logiciel. Mais ouais, voilà, ça j'ai signalé, je l'ai remarqué. Et on a surtout plus de dynamique avec le ProRes RAW, ça est normal. Par contre, sur le Panasonic SN2, dynamique boostée, oui, on récupère légèrement en Vlog plus de dynamique avec comparé le SN2. Ce que je regardais via d'autres youtubeurs, qu'en fait le Panasonic SN2, le Dynamic Boost, il y a une grosse différence en fait quand on l'utilise en mode ProRes RAW Dynamic Boost. Et là, on récupère beaucoup plus d'infos. Sauf que nous, on ne savait pas, donc on avait juste testé en RAW et je ne savais pas qu'on pouvait l'activer en plus avec le ProRes RAW. Donc là, oui, apparemment, il y a une grosse différence. Vas-y, go! Vas-y! Éloigne-toi. Là, c'est le mode suivi d'humain normal. Vas-y, Loïc! Là, c'est le mode suivi, mais en urbaine, pour voir si l'action va plus vite en version urbaine. Vas-y, Loïc! Après, pour l'autofocus, sur la partie autofocus, sur les deux sont très bons. En fait, il n'y a pas de différence. Pour moi, j'ai l'impression que c'est identique, l'autofocus. La seule différence, c'est que quand il y a de l'action, je vous conseille plus leur nouveau mode Urbex, sport, je ne sais pas comment ils l'appellent. Je trouve il détecte un peu plus vite les sujets, mais ça se joue à pas grand chose. Si on laisse le profil corps, c'est exactement pareil pour moi, je trouve. Donc non, les deux sont très bien en termes d'autofocus. Bon, j'ai rien à dire. Moi qui viens du Sony, en soi, j'ai pas vu de grosses différences. Panasonic ont bien rattrapé leur retard, surtout maintenant avec cette génération. Donc il n'y a aucun souci de nos jours. Du coup, là, on est en 240 images par seconde avec le S1. Donc, je vous laisse regarder. On ralentit 9,6 fois en 25 images par seconde. Et avec un crop
et un autofocus manuel. Alors que là, pour le E, nous sommes à 180 images par seconde, toujours All Intra, mais cette fois-ci à 1,2 fois, avec un crop et mise au point manuel. Si vous voulez ne pas avoir un crop, lui, le E, ça sera minimum à 120 images par seconde. 150, vous n'avez pas le crop, mais vous êtes toujours en focus manuel. Il n'y aura que un 120. Alors que pour le E, le SN2 tout court, c'est 200 images par seconde, vous serez sans le crop, 180 toujours en mise au point manuel, et ça sera que à 100 images par seconde en 1080p toujours sur les deux, qu'on sera en mise au point automatique. Là, pour la partie, par contre, ralenti, les deux sont très bons. Mais pour moi, j'ai un petit souci. C'est avec le S1E, S5.2E. Je disais à Loïc, mon collègue avec qui j'ai tourné, que sur la scène de E, All Intra en 1080p et lui en 4K en long up, je pensais avoir une meilleure qualité que lui à All Intra, vu qu'en soi on fait 120 images par seconde. On lit 120 images par seconde, alors que le long up en soi, la compression fait que ça lit une image et ça modifie juste que les images qui ça modifie. Donc sur des ralentis, c'est mieux le All Intra. Donc je disais là en 1080p, j'allais avoir un meilleur rendu sur le mien. Sauf que j'ai pu remarquer que pour moi, j'ai un petit souci, je trouve. C'est que oui, en zoomant, le SN2 a du 4K et l'autre du 1080p. Donc oui, on voit la différence, on voit que sur le 4K, on voit plus de détails que le 1080p. Jusqu'à là, ça semble un peu logique. Sauf que, arrivé au moment où on teste le 1080p du Panasonic SN2, mais j'arrive, c'est du 1080p, et là, je comprends pas pourquoi, pourtant les deux ont la mise au point pareil. Jusqu'à là, je comprends pas. Et c'est pas la première fois, du coup j'avais fait de nouveau un autre tournage, j'ai l'impression que le 1080p, le mode ralenti sur le Panasonic SN2E est de moins bonne qualité que le Panasonic SN2. Regardez ça. Là, je vois bien les détails de la bouteille, tout ça. Et bien là, non, pas du tout. Ils sont à peine lisibles. On n'arrive même pas à lire les chiffres, alors que sur le Panasonic SN2 normal, je pourrais presque les lire. Donc là, je n'ai pas compris. Et du coup, oui, ça se voit même plus loin sur la vidéo. Du coup, quand on fait le jet d'eau, au moment où ça explose, sur le Panasonic S5 II, on voit tous les détails. Pourtant, là, vraiment, ils avaient quasiment les mêmes réglages. Le shutter, on ne l'avait pas réglé, on avait mis au maximum du shutter. Donc là, on devait avoir tous les détails. Sur le Panasonic, on voit tout. On voit tout, tous les détails, alors que le Panasonic S5 on voit moins. Donc est-ce que c'est ça la différence de gamme, ou en fait le débit, je sais pas, ils ont fait en sorte que le SN2 a une meilleure qualité en mode ralenti que le Panasonic. Pourtant, voilà, on est à 1080p sur le Panasonic SN2, on est à 246 images par seconde, et sur l'autre, on est à 180 images par seconde. Donc en plus, on est à moins d'images par seconde.
Là, j'ai pas de réponse. S'il y en a qui savent pourquoi, qui n'hésitent pas à me le dire sur le commentaire. Donc là, je ne comprends pas. Pourtant, la qualité optique, les deux sur les autres vidéos, il n'y avait pas de souci, mais là, je ne comprends pas. Donc voilà. Bon, on a les deux caméras là à 4000 ISO. Donc là, on a le S1 2E et là le S1 2 à 4000 ISO, sauf que son double ISO natif à lui c'est à 5000, on va le mettre après. Là, son double ISO natif, c'est comme le S5 Mark II, c'est à 4000 ISO vu que c'est le même capteur. Donc là, on peut voir qu'il y a plus de bruit numérique sur le S2E, alors que le Panasonic, on devrait avoir plus du bruit numérique parce qu'on n'est pas encore passé au deuxième palier. Donc là, on peut voir qu'il y a du bruit dès qu'on va passer au deuxième palier, vu qu'en plus c'est sur Panasonic, on montre que le premier ISO de base c'est en bleu, premier en bas, et dès qu'on passe au rouge, on passe au deuxième palier, donc là on voit quasiment plus de bruit, donc c'est qu'on est passé au deuxième palier d'ISO. Le S1E, je l'ai passé aussi à 5000 ISO, le S1-2 est passé à 5000 ISO, on n'a plus de bruit, les deux s'en sortent super bien, on verra les plans sur l'ordi. Là, les deux caméras sont à 12800 ISO. C'est des ISO qu'on faisait souvent avec la 7S3, que son deuxième ISO natif était à 12800. Les deux plans ont l'air d'être très clean. Donc on va commenter à 25000 ISO. Là, on est à 25600 ISO. Les deux appareils ont l'air d'avoir un très bon bruit numérique. Il a l'air de ne pas être trop intrusif. On voit bien que l'évolution du bruit numérique s'est vachement améliorée avec les années. Là, on est à 51 200 ISO. Je pense qu'on va avoir du bruit numérique, mais je pense qu'avec un nid vidéo, on voit quasiment plus rien. Donc, franchement, c'est impressionnant. Je pense que même ils auraient pu augmenter un peu les ISO. Bon, je pense que ça resterait encore exploitable. Ces deux appareils à monter en ISO sont très bons. Bon, par contre, là, les deux appareils sont à 4000 ISO et le S1 II est à Dynamic Boost. Et là où on voit direct que le bruit numérique est bien plus puissant. Enfin, j'avais un gros bruit numérique avant le lancement du rec. J'ai l'impression que ça doit passer sur un deuxième signal parce que juste avant le rec, je vais vous montrer via le téléphone, il y avait un gros bruit numérique. Donc là, on voit que sur le S1E à 4000 ISO, il n'y a aucun bruit. Et là, sur le S1 II, on voit qu'il y a un gros bruit numérique avant le rec. Et dès qu'on lance le rec, on a l'impression qu'on passe sur un deuxième signal et on a beaucoup moins de bruit numérique. Aucune idée de comment ça se fait. Panasonic n'a pas communiqué dessus sur si ça passe sur un deuxième signal, comment ça se passe le Dynamic Boost. Vu que en plus, quand on est en Dynamic Boost, ça ne parle pas de double ISO natif. On est bloqué à 25600 ISO. Je pense que ça doit être horrible en qualité. Et on commence juste à 1000 ISO. Donc ça ne servira à rien d'essayer de monter un ISO pour avoir un double ISO natif. Il n'y en a pas de communiqué. Alors que dès qu'on désactive le Dynamic Boost, on voit le palier du premier ISO natif qui est de 640 sur le S1 II et dès qu'on passe à 5000, on passe au double ISO natif qui lui monte jusqu'à 51 000 ISO. Et pour le low light, franchement, les deux appareils maintenant de nos jours sont très bons. La seule différence, c'est qu'il y en a un à 5500 ISO et l'autre à 4000 ISO. 5000 ISO et l'autre à 4000 ISO. Le Panasonic S5 II, 5000 ISO,
Et le Panasonic SN2E, son double ISO natif comme la SN2, c'était 4000 ISO. Donc en montée en low light, elle reste toujours très bonne. Donc j'ai aucun souci avec ça. J'ai pas peur de monter en low light avec les deux appareils. Franchement, il n'y a pas de souci. Vous pouvez monter, vous pourrez vite rattraper, surtout de nos jours. Avec les outils qu'on a, on peut vraiment rattraper beaucoup de choses avec le bruit numérique. Donc pour ça, les deux appareils sont très très bons. Pourtant, j'ai eu la 7S3. Il n'y a plus trop d'intérêt d'avoir un 7S3 quand on voit comment les deux là, je regarde encore, hein, je suis à 25 000 ISO, ben, c'est exploitable. C'est exploitable. Là, je zoome, tout est bon. Si on expose bien, ben, oui, on a un peu de bruit, mais ça reste très très bon. Les deux, franchement, sont très très proches. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment chipoté. On récupère des détails partout. J'aurais dit même le Panasonic SN2 est peut-être un poil meilleur, mais encore, ça se touche en fait. Les deux sont très très bons pour ça. Donc voilà, pour comparer, les deux sont très très bons. Pour moi, le SN2, ben, il a plus de fréquence par image parce qu'il déjà il va jusqu'à 4K 200. Déjà, il fait de la 4K 120 images par seconde et pas le Panasonic SE. Il n'a pas de crop en 4K 50, alors que le Panasonic il l'a. Je trouve que c'est ralenti au Panasonic SN2 et de meilleure qualité que le Panasonic SN2E, comme montré sur les vidéos. Mais sinon, j'en suis très content. C'est pas pour le peu, en fait, le gain que je gagne avec le Panasonic SN2 que je vais craquer pour l'acheter. Le SN2E me suffit amplement. Regardez, surtout sur tout le reste, en termes de colo, c'est pareil. La dynamique est largement suffisante. J'arrive à faire ce que je veux. Le ralenti, ben, j'en ai assez, même si c'est pas les meilleurs du coup en termes de qualité. Si vous voulez plus de qualité et vous faites beaucoup de ralenti, ben, je vous conseillerais de prendre le Panasonic SN2 et le low light. Les deux sont très bons. Donc franchement, il n'y a rien à voir de plus parce que pour moi, c'est presque les mêmes appareils. Dernière chose sur le ProRes RAW, maintenant qu'il y a ACT un peu sur DaVinci, ben voilà, on peut tout régler sur l'histoire de l'appareil. On a vraiment tout. Si je prends le plan, voilà, regardez, je peux régler les ISO, les faire monter jusqu'à 25 000. Donc ça doit gérer le double ISO natif naturellement. Voilà, le RAW, ben, il est lu. Je peux changer la balance des blancs. Non, je peux peut-être pas changer. Si, je peux changer la balance des blancs, je peux gérer l'exposition. Il n'y a pas 36 000 réglages, mais il y a largement ce qu'il faut sur le ProRes RAW. La balance des blancs, on peut régler. L'exposition, on peut régler. Les ISO natifs, on peut changer. Donc franchement, le ProRes RAW est très très bon sur le Panasonic. Donc franchement, pour moi, cet appareil il fait tout. Tout ce que je lui demande, il fait tout, j'en suis très content. Donc voilà, je vous laisse la conclusion avec Loïc et moi pour parler de pourquoi on a pris ces appareils. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur des prochaines vidéos. Surtout là, je prépare un nouveau projet où dès que j'aurai fini, je vous montrerai. Mais ça va très bientôt. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Donc Loïc, le propriétaire du S1 II Mark II, toi qui viens du S1, S5 2X et moi qui avais le S5 II, pourquoi toi tu as pris le 2, le S1 II, et moi j'expliquerai pourquoi j'ai pris le S1 2E. Déjà, premièrement, la protection du capteur. Parce que je sais pas si tu te souviens, il y a pas mal de tournages qu'on a fait. Ouais. Et quand je suis rentré chez moi, ah merde, il y a une tâche. Donc ça, c'est le premier point. Ou même que pendant le tournage, quand tu changeais d'optique,
Ouais. il y avait la poussière des fois qui allait dessus. Voilà, c'est un peu le problème. Comme j'aime bien les focales fixes, donc automatiquement, je change assez régulièrement. Donc là, au moins, ça me permet de pouvoir changer assez rapidement et sans me soucier du capteur. Parce que bon, hein, c'est quand même le truc bien chiant quand tu te retrouves avec des images avec des super taches dans le ciel. Ouais. Après, bon, bien sûr, hein, capteur semi-empilé, plus rapide. Mm. Je voulais tester aussi le Dynamic Boost. Bon, ça, on verra ça. Sur le résultat de... Voilà, parce que pour l'instant, là, on fait vraiment les tests. Car il vient d'arriver, il est tout neuf. Le Ouais. 4K120 aussi, qui est vraiment exceptionnel. Ouais. Enregistré sur SSD, ça aussi, c'est parfait. Ouais, ça, tu l'avais déjà sur le... Ouais, ça, on SSD. l'avait déjà. Mais c'est quand même un truc qu'ils devraient mettre sur tous les appareils. Hein. Ouais, une Je comprends pas possibilité. pourquoi que Panasonic fait ça. Il n'y a que Panasonic. Actuellement, je crois qu'il n'y a que Panasonic. Ouais, je pense. Hein. Donc, je sais pas, ça, c'est quand même beaucoup moins cher, les SSD. Et puis Ouais. en plus, on en a quand même pas mal, donc c'est quand même cool. Ouais. Surtout que pour 2 Tera, c'est plus ou moins 100 €, un T7. Une CF Express de type B, ça coûte pas loin de combien 800 € je crois, entre 500 et 1000 après, € ça pour dépend, 1 ouais. Tera. Donc la Un différence de Tera, prix, elle est énorme. C'est énorme. Et en parlant de CF Express de type B, tu as eu la surprise là de ta carte SD, ta CF Express de type B. Oui, avec le ProRes RAW, à 3 Go 2, tu m'as dit. Ouais, même le ProRes RAW tout court. Enfin, parce que là, c'était le HQ qui était à 3,5. Là, Ouais, puisque le là, voilà, ProRes c'est RAW. une transcend de 1700 mégas, 1200. Bon, je la mettrai après en illustration, mais Oui, Ouais. bon, on peut pas Les tout débits- faire, on peut pas tout faire avec. Hein. les débits annoncés, c'est entre 1000 et 1700 mégabits par seconde. Donc, Ouais. c'est sûr que ça n'allait pas passer. Donc SSD obligatoire. Hein. Ou CF Express de haute qualité. Oui, mais qui c'est ont des gros encore plus débits. cher. Et c'est tout pour que tu aies craqué sur ce. Ouais, Panasonic. déjà sur le S5 2X, c'est déjà un très bon appareil. Hein. Ouais. Même le Donc, S5 II, hein. Si tu n'as pas besoin du ProRes, Ouais, bien sûr. l'enregistrement sur SSD, parce que sur le S2X et 2, c'était que des cartes SD. Là, on passe sur de la CF Express de type B et de la carte SD. Ouais. Mais il n'y a plus le 2 slot SD. Donc, meilleur débit. Toi, tu fais pas de photos, pourtant, c'est un appareil qui a des gros débits en appareil photo. 60, 70. C'est images dans par les seconde. prévisions de faire un peu de photos. Bon, après, il va partir aussi faire de l'animalier. On va tester ça aussi. Hein. Ouais, parce que toi, de base, tu avais hésité entre le R et le 2. Voilà, pour l'animalier, je voulais prendre le R à un moment donné. Mais bon, excellente affaire, hein, comme je t'ai dit. Oui. 2000 €. Oui. On pouvait pas refuser ça. 2000, je me suis dit, bon, bah allez, vas-y, on part sur le S1 II. Parce que toi, tu fais essentiellement que de la vidéo. Je fais essentiellement de la vidéo, ouais. Ok. Et moi, j'ai préféré prendre le E parce que le SN2 était plus cher déjà. Et ce qu'il propose, j'ai pu remarquer avec les années que j'en avais pas forcément plus besoin. J'ai pas le 4K120, mais le 1080p All Intra là, par contre, me suffit. Je sais pas s'il y a des grenouilles, je devrais essayer de les enlever. Si le grenouille, ça va partir. Moi, le truc que j'ai beaucoup aimé, si tu me permets, c'est l'écran orientable Ah, et l'écran, c'est une inclinable. tuerie, hein. Ça, franchement, ça me manquait depuis la 7.3 de ne pas pouvoir incliner juste mon écran et pas le déporter. La grille flash, au-dessus, on doit rajouter le module XLR que j'ai pas encore acheté, mais j'attendrai plus tard, mais que je vais acheter, qui permet d'avoir du XLR et du 32 bits flottant. Ce que j'ai aimé, la molette, ici un ShenQ vidéo ou photo, que maintenant on peut séparer. Ouais, ça aussi, ouais, c'est Les cool. modes de réglage qu'on peut verrouiller et qu'on peut avoir jusqu'à 15 profils différents, 5 photos, 5 vidéos, 5 ralentis. Le lock pour quand on a un réglage et pour pas qu'on sur une molette ou un bouton on puisse changer les réglages. Comparé au S5 II Mark II, oui SN2 et SN2X, on a un meilleur autofocus, on a la protection du capteur. La seule différence avec le E et la SN2E et la SN2, c'est qu'on n'a pas le même capteur. Lui, il est empilé sur le E, c'est le même capteur que le SN2X et la SN2. Donc pour moi, ça ne me change pas de mes tournages, vu que
j'ai le même capteur, j'ai la même séance des couleurs. Mais pour ces points, plus un autre point, du coup l'enregistrement sur SSD, une CF Express au giga qui coûte moins cher qu'une V90 que j'avais avant, protection capteur, le transfert de la CF Express de type B vers le SSD, ça pendant mes démarrage, ça me permet de me couvrir, de pouvoir vite faire des transferts sans avoir besoin du Mac si je veux faire un backup direct. Et je pense que déjà là on a fait un peu le tour de ces appareils. Moi en termes de spec, ça change pas trop du S1 II. C'est pas réellement pour ça. Oui, maintenant on a du RAW en interne, protection capteur, l'écran, le transfert du SSD, le module XLR en 32 bits. Pour moi, c'est les seuls trucs et les quelques trucs en plus. Les fausses couleurs, j'allais oublier. Sur mon porte-case, j'utilise énormément les assistances waveform, fausses couleurs. Je les avais pas sur mon S1 II. Là, je les ai maintenant en interne sur l'écran, sur l'appareil. Donc, je suis en train de me poser la question si réellement un moniteur avec des fonctionnalités comme ça me sert réellement maintenant, si je m'en sers juste en fait d'écran secondaire, plus grand. Mais sinon, franchement, de nos jours, les appareils ils ont tout en interne. Il y a presque plus grand chose à reprocher. Ouais, là maintenant, ouais, il y a tout ce qu'il faut. Hein. La stabilisation, elle a été encore améliorée, apparemment. Pas encore testé trop, parce que je viens juste de l'avoir moi aussi, c'est tout neuf. Mais voilà. Ce qui propose le E, pour moi, c'est pour ça qu'il y a essentiel, S1E essentiel, me suffit amplement. Il n'y a pas une grosse différence entre le SN 2. Donc, si vous avez réellement des besoins spécifiques pour changer, comme le X, mais sinon, restez dessus. Si vous pouvez, vous le faites. Moi, je vous conseille. Mais sinon, c'est un très bon appareil. Si vous n'avez pas besoin de mettre plus en budget et que vous n'avez pas besoin de 4K 100, c'est pas pour l'utilisation de tout le monde. Il faut avoir le besoin. On n'en fait pas tous les jours. Et franchement, 24 millions de pixels, je trouve que ça suffit. Ouais, amplement suffisant. Hein. Hormis pour toi, je pense que l'animalier, ça aurait été bien avec plus de millions de pixels. Mais voilà. Et espérons que maintenant... Ouais, et puis par rapport au S1R, meilleure dynamique aussi. C'est ça aussi qui m'a fait craquer. Hein. Mais à tester ça aussi, voir vraiment s'il y a une grosse différence. Maintenant, on va voir. Parce que ce qu'on avait pu voir des tests, c'est que... En fait, quand on met le dynamic boost, oui, on a une meilleure dynamique, mais en fait, on a moins de contraste vu que la dynamique est beaucoup moindre. Donc ça fait en fait une image un peu plus plat, avec moins de contraste. Donc est-ce que réellement il y a un intérêt? On le verra après, nous, sur le montage, pour voir s'il y a vraiment de l'intérêt. Hâte de voir ça d'ailleurs. Voilà. Bon, sur ce, je pense que je vais vous laisser sur cette conclusion. Et je vous dis à la prochaine. Bon vol.